Salut Alexis, Salut, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. un plaisir. Alors pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble, j'aimerais beaucoup qu'on décortique ta méthode de travail, ta façon de diriger les comédiens, comment tu les castes, comment tu trouves le rythme dans tes mises en scène, tes influences peut-être, mais j'aimerais bien te laisser te présenter. Me présenter? Ouais, Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 39 ans, je suis metteur en scène, auteur et comédien. ok. Donc tu te définis d'abord comme metteur en scène? Aujourd'hui, je pense, ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est un peu le premier truc qui vient. Mhm. J'ai commencé en tant que comédien, c'est sûr. J'ai continué en tant que metteur en scène. J'écrivais depuis toujours. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est pas important, en fait, qu'il y en ait un qui se définisse plus que l'autre, quoi. Moi, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses, donc déjà, je suis d'une culture, une binationalité. Ma mère est anglaise, mon père est français, et puis j'ai d'autres origines. Donc, dès le départ, il y avait ce truc de on n'est pas obligé d'être une seule chose. On n'est pas obligé d'avoir une seule culture, une seule origine, un seul point de vue. On peut avoir une double personnalité, Ok. et c'est pas grave. Et au contraire, c'est la multiplication de nos origines et de nos points de vue qui font un point de vue original. Donc, moi, j'ai toujours aimé, ça se sent dans mes spectacles, je pense, chasser l'ennui. Et pour ça, dans la vie aussi, j'aime bien chasser l'ennui. Et donc, j'ai commencé en tant que comédien. Quand on est comédien, on a souvent beaucoup de temps libre. Même les comédiens qui travaillent beaucoup ont beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, je l'utilisais à écrire, à faire mes propres projets, à développer des trucs personnels. Et puis un jour, ces trucs personnels ont pris le pas sur le métier de comédien et c'est devenu plus important en termes de temps de travail et de volume, etc. Et à vrai dire, aujourd'hui, vraiment, si je dois définir mon métier, ce serait plutôt chef d'entreprise que l'un des trois métiers cités. Ok. Donc voilà, j'imagine que c'est un peu... je raconte des histoires, quoi. D'accord. Et donc tu disais que tu avais commencé quand même avec une formation de comédien? Ouais, une formation, et même c'était mon métier, quoi. Moi, j'ai commencé... j'ai toujours voulu être comédien, par contre, j'avais aucun... Dans ma tête, j'allais pas être metteur en scène, ni auteur, ni réalisateur, ni quoi que ce soit, quoi. Je voulais juste être comédien, en fait. Et j'ai commencé assez tôt. J'ai fait un conservatoire quand j'avais 16-17 ans, un conservatoire municipal à Paris, puisque j'ai grandi à Paris. J'ai fait un club théâtre au collège-lycée. Et puis, à 18 ans, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à travailler en tant que comédien, à faire des tournages, j'ai été embauché sur une pièce il y a si longtemps, en 2001, qui était un Roméo et Juliette, monté par Irina Brouk, qui s'appelait Juliette et Roméo, et dans lequel je jouais Roméo. Et En ça s'est français, joué du coup? en français, ça s'est joué à Chaillot, ça s'est monté en Suisse, à Lausanne, au théâtre de Vidic, un gros centre de création contemporaine. Et on a fait une tournée énorme en France, un peu partout, et ça a été ma première expérience théâtrale de jouer Roméo à 18 ans. Donc c'était pas mal. C'est ouf. Ouais, et ça m'a beaucoup appris de choses, en fait, et ça m'a surtout donné le goût de la mise en scène. Parce D'accord. qu'avant ça, j'avais une vision un peu scolaire du théâtre. Bon, en même temps, j'étais ado. Ouais. Mais j'allais déjà voir des spectacles, et j'avais déjà des spectacles qui me parlaient plus que d'autres. Il y avait déjà des metteurs en scène où je me disais « Waouh, ça c'est incroyable ». Déjà Mnouchkine, Brook, déjà Simon McBurney, déjà j'avais des expériences théâtrales qui me marquaient plus que d'autres. Et puis j'avais un goût pour lire du théâtre, voir du ciné. J'allais voir 2 films par soir, quoi. Vraiment, c'était le début des cartes, etc. Donc je lisais beaucoup de BD, beaucoup de romans, beaucoup de trucs, beaucoup de revues. Enfin voilà, j'essayais d'ingurgiter le maximum de choses, quoi. Et sur cette expérience-là, Juliette et Roméo, vraiment, j'ai découvert une metteuse en scène, Irina, donc, qui d'abord créait un groupe avec des acteurs venus de partout et de tous les univers. Il y avait un danseur malentendant, Kinta, il y avait des mecs qui faisaient du hip-hop, il y avait des mecs qui faisaient du beatbox, il y avait un guitariste, il y avait de tout ça, et tout le monde savait un peu tout faire. Moi, je me sentais vraiment un peu nul. Et puis au milieu de tout ça, il y avait moi et Juliette, Jennifer Decker, qui aujourd'hui est à la Comédie Française. Et on avait tous les deux 18 ans. Et donc on avait l'âge du rôle, l'âge des rôles. Et tout à coup, sa façon de mettre en scène à Irina, c'était pas de prendre un texte et de dire le texte et de te dire place-toi là, place-toi là. C'était vraiment, voilà, déjà on a une traduction, mais peut-être qu'on peut les dire autrement. Donc tout le monde proposait tout le temps.
Tout le temps, on faisait des jeux, on jouait à la balle, au ballon prisonnier, etc. Puis tout à coup, on faisait des impros, puis à un moment, il y avait une scène qui naissait, puis il y avait des idées qui venaient. Là, on pourrait faire une chanson, là, on pourrait rentrer, là, on peut mettre telle musique, là, on va faire une chorégraphie, là, on va faire... Et tout à coup, je me disais, ah ouais, en fait, on peut tout faire, en fait. On peut tout raconter, on peut se prendre des libertés incroyables avec un texte, c'est ça, la mise en scène, en fait. La mise en scène, c'est prendre un texte et dire, qu'est-ce que je vais lui faire dire, quoi. Comment je vais l'interpréter, comment je vais le traduire, qu'est-ce que je vais lui apporter. En tout cas, au théâtre, c'est ça. Et ça m'a complètement bouleversé ma vision du théâtre, quoi, parce que je comprenais qu'en fait, on pouvait se permettre d'avoir une approche hyper ludique, hyper tournée vers le public, avec de la comédie, des moments plus tristes, de la musique, plein de choses, quoi. Et à partir de là, cette expérience, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être envie d'essayer de monter un spectacle, moi aussi, pour voir. Parce que je me souviens que quand on répétait, il y avait des trucs qu'elle disait, et des fois, les gens proposaient des trucs, et je disais, ah, c'est génial, ça, c'est super drôle. Et puis, elle disait, non, ça, on va couper, ça, on va garder, ça, on va pas garder. Enfin, elle avait sa sensibilité de mise en scène, et moi, je me souviens de me dire, ah, j'aurais bien aimé garder ça. Ah, moi, j'aurais pu se rajouter ça. Ah, là, j'aurais peut-être raccourci ça. Et donc, déjà, ça, c'est une vision de la mise en scène. C'était une envie de mettre en scène que j'avais pas encore vraiment mis le doigt dessus. Et un jour, c'est en allant voir Le Mariage de Figaro, mis en scène par Sivadier, qui est un autre metteur en scène que j'adore, où je me suis dit, mais cette pièce est tellement drôle et tellement pleine de vie, tiens, j'aimerais bien la monter, cette pièce. Pour voir, quoi. J'avais plein de potes à 18, 19 ans qui faisaient des écoles de théâtre et qui montaient leur spectacle, quoi. Et qui montaient des trucs hyper différents, variés, des trucs hyper sombres, des trucs hyper trash, des trucs simples, etc. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas moi ? Et puis voilà, et je suis allé chercher des acteurs dans un cours de théâtre, dans le 19e, dans mon conservatoire, et je leur ai dit, et j'ai dit au prof, ça te dérange si je monte ce spectacle au sein du cours, quoi. Il m'a dit, ouais, si tu veux, mais tu prends juste des acteurs du cours et on va voir ce que ça va donner. Et avant ça, déjà, je me souviens de revenir du Roméo et Juliette, là, et de me retrouver dans ce cours de théâtre et de m'être dit, c'est quand même très classique. Tu vois, je voyais les potes, quoi, qui jouaient des scènes, et je me disais, moi j'étais encore jeune, j'avais 19 ans, tu vois, donc, mais je voyais tous ces jeunes comédiens qui travaillaient des scènes du répertoire ou du contemporain ou classique, et je me disais, mais on pourrait tellement faire des trucs plus fous, quoi. Ouais. Et déjà, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à dire, est-ce que ça vous dérange si je fais un peu l'œil extérieur ? Et puis je commençais déjà à imprimer des mises en scène qui étaient assez différentes, assez décalées. On avait fait un Shakespeare, on avait fait une scène de Molière, de Dépit amoureux, et j'avais dit, on va faire ça, mais on va être en train de faire un match de squash. Et ce genre de choses, quoi. Bon, on va mettre un contexte qui est pas du tout celui qui est censé juste être dit, mais on va apporter autre chose, une idée transversale. Et en fait, ça, c'est la mise en scène. En fait, c'est de la mise en scène, c'est une volonté de mettre en scène. Et suite à ça, j'ai monté le premier spectacle, Le Mariage de Figaro, et avec 10 acteurs, et ça a été ma première expérience de mise en scène quand j'avais 20 ans, quoi. Ah ouais. Parce que du coup, La Mégère à peu près apprivoisée, c'est arrivé bien plus tard ? Pas bien plus tard, mais un peu plus tard. Ouais. C'était ma deuxième pièce, La Mégère. La première, c'était Une folle journée. Ok. Et donc, c'était le mariage de Figaro, ça s'appelle Le Mariage de Figaro ou La folle journée. Donc voilà, on appelle ça Une folle journée. Et c'était un truc un peu décalé, barré. On avait tous entre 18 et 24 ans, quoi, un truc chouette. Comme ça. Et on a créé ça. D'abord, à la base, moi, je voulais juste le monter au conservatoire. Et on s'est dit, tiens, on va faire une tournée des conservatoires. Donc on allait présenter 30 minutes de spectacle dans les conservatoires municipaux en disant, si ça vous plaît, on vous l'amènera à la fin de l'année. Puis bon, ça a marché moyen. Il y en avait qui aimaient, il y en avait qui disaient, pourquoi vous faites ça, c'est quoi votre démarche, etc. Selon les profs aussi, on voyait qu'il y avait différentes façons d'accepter ça. Et ensuite, on a passé un concours pour aller jouer au centre d'animation de la Jonquière. Qui programmait des spectacles plus ou moins amateurs, quoi, enfin jeunes, en tout cas, jeunes compagnies. Et donc, ils nous ont acceptés, et donc, ils nous ont programmé une semaine. Et à partir du moment où moi, j'ai su qu'on allait jouer pendant une semaine, là, le reste, ça devenait moins important, quoi. Donc, on a lâché un peu cette histoire de conservatoire, après s'être pris quelques tomates, et on a monté le spectacle pour le jouer à la Jonquière, et on l'a créé à la Jonquière.
Et ça s'est super bien passé. Enfin, c'était des amis, de la famille, etc. Mais déjà, il y avait quand même des réactions assez positives. Bon, il faut remettre dans le contexte d'une jeune troupe qui fait un spectacle un peu marrant, etc. Mais c'était un spectacle qui durait 2 heures et demie. Il y avait plein de choses dedans, des claquettes, enfin voilà, des trucs un peu barrés, un peu festifs, quoi. Un peu Monty Pythonesque, quoi. Et puis suite à ça, je crois qu'on l'a joué 19e, et puis on s'est dit, voilà, c'est la fin de l'aventure. Et là, il y a Jonquière qui nous a rappelé l'année d'après en disant, on a 2 dates qui se libèrent, est-ce que vous voulez refaire le spectacle? On s'est dit, ouais, super, génial. Et là, il y a un des acteurs qui était pas dispo, et donc on a pris un remplaçant. Je suis allé chercher un autre mec, et le remplaçant, qui était mieux que le premier, et un peu moins difficile, m'a dit, mais pourquoi on l'amène pas à Avignon, ce spectacle? Et j'ai dit, je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas ce que c'est, enfin, je connais pas trop, quoi. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai une copine qui y est allée, je peux l'appeler, lui, parce qu'il n'y avait pas trop Internet non plus, on était en 2004. Il me dit, si tu veux, j'ai une copine qui est allée, je peux lui demander, quoi. Et donc, on a passé 2-3 coups de fil, et puis de fil en aiguille, on a eu un théâtre au téléphone, puis un deuxième, puis finalement, on est tombé sur un mec qui était assez âgé, qui avait le théâtre de la Condition des Soies, et qui m'a dit, envoyez-moi un dossier. Je dis, bon, on va faire un dossier à 4 avec des photos, des trucs. Et puis, il nous a rappelé en disant, bon, OK, 22 heures, et c'est, je ne sais plus combien c'était à l'époque, 40 000 francs, donc 6 000 euros, quoi, un truc comme ça. Donc, on s'est dit, bon, OK, on va y aller. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Et on s'est partagé les rôles. Il y en a qui sont occupés des logements, d'autres qui sont occupés de gérer. La logistique, quoi, sur place. Toute la logistique. Et puis, mais on est arrivé là-bas pas du tout préparé à ce qu'on allait vivre. On a fait toutes les erreurs qu'on peut faire. On a pris un logement à 40 km d'Avignon, à Sérignan-du-Comtat, vers Orange. On était 13 dans un mas pour 8. Moi, je dormais sur le sol, sur un tapis, avec une couette posée par-dessus, avec Régis Vallée qui était dedans et qui est devenu par la suite mon meilleur ami et mon acteur fétiche. Mais voilà, Régis et moi, tous les matins, on se levait les premiers, on allait chercher des cartons pour découper les cartons, pour coller les affiches, pour ensuite mettre des ficelles, pour ceci, pour cela. On prenait 3 voitures, on descendait à Avignon vers 16h, on tractait comme des malades, on suait dans nos costumes. Puis ensuite, on jouait à 22h, rappelons-le, un spectacle qui durait 2 heures et demie à Avignon. Et c'était assez festif, et en même temps, on a trouvé notre public, quoi. Il y a eu des gens qui sont venus, et moi, j'avais avancé l'argent, la majeure partie de l'argent, parce que je faisais déjà des tournages en tant que comédien. Et on s'est retrouvés là-bas, et au final, on a terminé en n'ayant pas perdu d'argent. Et on a quand même, on a tout appris en 3 semaines, quoi. On a tout appris de ce que c'était que l'économie du théâtre, en fait. Des bases, en tout cas. C'est-à-dire, au bout du 3e, 4e jour, il y a un mec qui est venu, qui a demandé un dossier de presse. On a dit, un quoi? Et ensuite, on a compris qu'on pouvait, en fait, vendre un spectacle. Ce qu'on ne savait pas du tout. Nous, on pensait qu'on allait juste venir au festival et essayer de ne pas perdre d'argent, quoi. Et en fait, on a compris qu'en fait, un spectacle pouvait tourner, avoir des dates, etc. Et là, j'ai dit, d'accord, ok, ça fonctionne comme ça, intéressant. Et puis, je me suis dit, bon, 10, c'est un peu beaucoup, donc il faudrait peut-être qu'on soit un peu moins nombreux. Et puis, on va dire que sur l'ensemble de la troupe, la moitié était vraiment chouette, la moitié était un peu plus difficile. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il est temps de faire un autre spectacle pour l'année prochaine. C'est comme si j'avais trouvé un nouveau terrain de jeu, quoi. C'est comme si je me disais, donc c'est une sorte de jungle républicaine où tout le monde a sa chance, où il faut tracter pour faire venir le public, il faut faire un spectacle qui a un bon bouche à oreille. Ok, il faudrait peut-être que ça dure moins longtemps que 2h30. Ok, on est peut-être nombreux, donc plutôt que 10, ce serait bien qu'on soit genre 7. Ok, toutes ces musiques qu'on met un peu en playback, peut-être que ce serait bien qu'on fasse nos propres chansons. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la Mégère à peu près apprivoisée. Et donc, cet Avignon, c'était en 2005, et l'année d'après, en 2006, on est revenu avec la Mégère. Et moi, je ne savais pas encore, parce que je n'avais pas du tout l'intention de devenir metteur en scène, mais en fait, je venais de mettre le doigt dans une sorte de cycle, d'engrenage. Quelque chose dans lequel tu n'es finalement pas si doué que ça, tu te rends compte 10 ans plus tard. Voilà, c'est ça. Après des pièces. Plus que 10 ans, non, mais... et voilà, et suite à ça, moi, j'ai fait 15 Avignon. Donc, donc ça a été la découverte d'Avignon, ça a été un gros choc. Mais ça a été aussi ce côté, Régis et moi, on est assez sportifs, on a ce côté un peu, espèce de truc de, allez, on peut aller plus loin. Donc toutes les années suivantes, ça a été comment
Et ça a été cette espèce d'obsession qui a mené, je pense, aujourd'hui à faire en sorte que le spectacle fonctionne comme il fonctionne, c'est comment on remplit une salle, quoi. Comment, dans cette espèce de masse de spectacles existants, on arrive à se démarquer alors qu'on n'a pas d'argent pour le créer et qu'on a juste nous et nos humbles capacités. Comment on arrive à sortir de cette jungle et à créer un bouche à oreille et à vivre de notre art. Voilà. Okay. Et ça a été un peu le compas qui a guidé toutes les prochaines créations, mais il faut bien comprendre que moi, vraiment, dans ma tête, je ne pensais pas que ça allait devenir mon métier, quoi. C'est que plus tard qu'à un moment, je me suis dit « Ah d'accord, en fait, je suis devenu metteur en scène, quoi. C'est bon. » D'accord. Voilà. Et comment tu t'es orienté vers la direction d'acteur, à proprement parler? Parce que moi, là, ce que j'entends, c'est qu'au début, c'est parti d'une envie de rendre moins rigide des mises en scène qui pouvaient être... Enfin, je parle de rigidité, mais je ne sais pas quel terme t'emploierais, mais tu voulais rendre un spectacle plus vivant, chasser l'ennui, tu disais ça tout à l'heure. En fait, tu sais, la plupart des gens qui étaient en cours de théâtre avec moi à l'époque, quand j'étais tout jeune, quoi, en fait, c'est comme si j'ai très vite vu... Moi, j'étais un gros amateur de théâtre en tant que spectateur, tu vois. J'allais beaucoup voir des trucs, quoi. Et j'allais voir plein de choses, et à chaque fois que je me retrouvais devant je sais pas, un truc un peu trop barré ou trop, tu vois, un peu subventionné dans la caricature qu'on peut s'en imaginer, je me disais, mais à qui ça parle, quoi? Tu vois, à qui ça parle? Et je voyais vraiment le théâtre comme quelque chose de populaire et de drôle et de beau, tu vois, les spectacles de Peter Brook, les spectacles de Mnouchkine, les spectacles de Savary. Tous ces gens-là, quand j'allais voir leur spectacle, je ressortais avec des étoiles dans les yeux. Je me disais pas, c'est long, c'est daté, c'est ceci, c'est cela. Juste, j'avais passé un moment incroyable, quoi. Et pour moi, c'était ça le théâtre, ce que ça devait être, c'était ça, c'était un art populaire. Donc, j'avais pas des grandes théories et j'avais rien à raconter, en fait. J'avais pas de, tu vois, un propos politique. J'avais pas. Mais par contre, ce que je savais, c'est que et ce que je pressentais, et ce qui m'a été confirmé par la suite, c'est qu'il y avait une grande différence, il y avait un vrai fossé entre la vision du théâtre qu'on a en cours de théâtre et la vision du théâtre qu'on a quand on sort d'un cours de théâtre et qu'on est dans le monde réel. Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là que quand on est en cours de théâtre, on va travailler des scènes qu'on ne va jamais jouer une fois qu'on sort de ce cours de théâtre. On va travailler... des trucs hyper sombres, des trucs hyper trash, on va travailler du Edward Bond, du Sarah Kane, on va travailler des auteurs assez âpres, assez rugueux. Et je dis pas, il est possible qu'on se retrouve à les jouer, mais si on joue ces auteurs, en général, on les joue pas beaucoup. Parce que c'est pas des grands auteurs populaires. C'est pas des gens qui vont fédérer un public qui va payer sa place et qui va faire en sorte que le spectacle devienne un succès et joue longtemps. Ce qui n'est pas forcément le but. Moi, je suis pour la coexistence de tous les théâtres. C'est ça qui donne un système culturel intéressant. Mais c'est quand même plus rare qu'on se retrouve à jouer des trucs qui sont les trucs qu'on étudie en cours. Et que ce soit les auteurs ou les metteurs en scène, d'ailleurs. Et donc, les références qu'ont les étudiants en théâtre, c'est des références très pointues du théâtre de recherche, du théâtre expérimental, etc. Et quand ils en sortent et qu'ils se retrouvent à jouer dans Plus belle la vie ou à faire des pubs ou à faire du théâtre pour aller à Avignon, dans des comédies de boulevard, en fait, il y a vraiment un choc culturel, quoi. Il y a vraiment un truc de « Ah ouais, c'est pas du tout ce que j'imaginais faire ». Mais si on résiste à ça, en fait, au bout d'un moment, on n'a plus les moyens de vivre et donc on finit par faire autre chose, quoi. Donc c'est difficile de s'orienter vers un théâtre de recherche. Et souvent, les gens qui montaient des spectacles de mon âge à l'époque, quand j'allais voir les spectacles, je me disais, je vois ce côté un petit peu méta-théâtre entre soi, théâtre de recherche, le non-théâtre, on joue pas, on joue, mais surtout on raconte pas une histoire, il faut que ce soit le plus barré possible, on se met à poil, on fait des trucs un peu fous. Et je voyais ça et je disais, ok, je vois la recherche, mais qui va payer pour voir ça? Personne. Hormis notre petit cénacle, notre petit cercle d'étudiants en théâtre, si on met des spectateurs lambda devant ça... C'est pas accessible, en fait. Non. Mais ce genre de théâtre, quand il est bien fait, existe et c'est super. Mais évidemment, on va laisser à la porte beaucoup de gens. Moi, j'avais déjà cette envie de faire du théâtre populaire sans le savoir vraiment. Et donc, quand j'ai monté Le Mariage de Figaro, c'était juste « Ah, j'adore ce texte, il est très drôle. Ah, ça peut être encore plus drôle si jamais on fait ci et on fait ça. » Comment faire en sorte de prendre quelque chose et de l'amener à un public pour que
n'importe quel public puisse apprécier. À la fois un public qui n'a jamais mis les pieds au théâtre et un public qui connaît très bien le théâtre, qui connaît déjà la pièce et qui, en voyant cette version-là, va faire « Ah, c'est marrant comment il s'empare de cette pièce et il y amène son univers. » Okay. Et en fait, c'était ça le truc, c'était juste faire un spectacle qui fait que tout le monde peut aimer. Okay. Et ça a toujours été mon obsession de spectacle en spectacle. Mais voilà, ce que j'avais un peu pressenti, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, si on veut faire du théâtre, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, parce que sinon, l'argent ne rentre pas et l'économie s'effondre, ou alors on va faire du théâtre subventionné, mais c'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup qui auront accès à ça. Mais voilà, c'était mon idée de départ. Mais encore une fois, je ne pensais pas que j'allais faire spectacle après spectacle après spectacle après spectacle et qu'un jour, voilà, j'en serais à me dire, c'est mon métier, quoi. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu aies enchaîné les spectacles ensuite? C'est ton envie de raconter des choses? Tu t'es mis à avoir de plus en plus envie de prendre possession des histoires que tu racontais, ou ça t'est venu comment? Le porteur d'histoire, qui est le premier que j'ai écrit, donc ça va un peu plus loin, mais c'est 2011, donc c'est un peu plus loin. C'est arrivé un peu par accident, mais avant ça, j'en ai fait plein, des classiques revisités. J'ai fait La Mégère à peu près brisée, j'ai fait un Roméo et Juliette, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait plein de tentatives parce que j'étais persuadé que le théâtre contemporain, que l'écriture contemporaine servait à rien, entre guillemets. Je me disais, comment écrire quand il existe Shakespeare? Contrairement au cinéma où en fait ça n'est que de l'écriture contemporaine, on va pas refaire la règle du jeu, c'est rare on refait pas des classiques, il y a des remakes mais ça n'a rien à voir. Au théâtre, on joue Shakespeare depuis 4 siècles, quoi. Donc comment écrire quand Shakespeare existe? Pourquoi? À quoi ça sert quand il y a déjà Hamlet, quoi? Et comme ça on part battu un peu. Non, mais c'était vraiment sincère. Je croyais en les classiques revisités. Je me disais, c'est ça. Il y a que ça à faire. Parce que quand je voyais du théâtre contemporain, c'était du théâtre de canapé, de boulevard. Et je me disais, bon, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Et pour en revenir à la direction d'acteur, parce que c'était un peu ta question tout à l'heure. Oui, mais on y reviendra ensuite, mais vas-y. Il y avait un truc instinctivement. Moi, le premier spectacle que j'ai fait, j'avais aucune notion de visuel, de scénographie, de ceci, de cela. Mais par contre, ce que j'avais instinctivement, c'était comment diriger un acteur. Comment l'amener vers ce que je veux. Moi, je dirige quasiment qu'à l'oreille, quoi. Il y a un truc, évidemment, un aspect scénographique, mais c'est ce que j'entends qui fait que je me dis c'est juste ou pas. Cette obsession du rythme que j'ai, c'est une obsession musicale. C'est une obsession... c'est vraiment, ça vient de ce que j'entends, quoi. Il y a quelque chose où le théâtre, souvent... l'ennui au théâtre vient du silence. Trop de silence, trop de temps. C'est ça qui crée l'ennui, en fait. C'est pas le visuel qui crée l'ennui. C'est vraiment le rythme de l'œuvre qui crée l'ennui. Et donc, dès le début, j'ai eu ce truc de non, il faut que ce soit allégro, quoi. Faut que ça avance. Irina, d'ailleurs, aussi a eu une grosse importance parce que entre les scènes du Shakespeare, il n'y avait pas de temps, quoi. Il y a une scène qui se terminait, une autre commençait. Je dis, waouh, c'est quoi ce rythme? Et en fait, en tant que spectateur, on dit, mais oui, c'est évident. C'est évident qu'il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. Donc voilà, donc la direction d'acteur, c'est le premier truc que vraiment j'ai abordé en tant que metteur en scène. J'avais zéro notion des lumières sur mon premier spectacle. J'avais un plein feu pendant tout le spectacle. J'avais vraiment une conception des décors zéro. Il y avait un fauteuil et 2 bancs. Et et les costumes, on les a achetés chez Tati et Guérissol, quoi. Okay. Et voilà. Mais par contre, le jeu, le rythme, la direction, ça, c'était mon cheval de bataille absolu, quoi. Ça, je passais des heures, parfois, à essayer d'obtenir la bonne intonation et le bon rythme d'un camarade qui n'avait que 18 ans à l'époque et qui devait se conformer à... D'accord. Parce que du coup, ça se passe... Parce que moi, ce qui m'a vraiment frappée, en particulier sur tes 2 dernières pièces, pas la comédie musicale, sur vraiment Intramuros et Une histoire d'amour, c'est l'exigence que pour moi, je retrouve souvent que au cinéma, que j'ai du mal à retrouver au théâtre. Cette exigence et cette précision dans la vérité, dans la simplicité des comédiens. C'est-à-dire qu'ils se parlent vraiment... J'ai vraiment l'impression d'avoir 2 personnes qui se parlent entre elles ou qui s'adressent au public. J'ai pas l'impression de voir des personnages qui sont en train de surprojeter, de gueuler pour se faire entendre, pour se rendre très lisible. Ouais. Et ça, c'est un des trucs
que je rappelle souvent à mes troupes, c'est que on doit tous être dans le même code de jeu. Bah D'une juste, part. ouais, ok. Et d'autre part, surtout dans mes spectacles, on est tous au service de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des performances, on n'est pas dans la perf, on n'est pas dans les individualités, on est tous au service d'une histoire. Rien n'est plus important que l'histoire. Les comédiens vont être bien servis, ils vont avoir des choses à jouer, des choses à défendre, mais dès qu'il y en a un, sur n'importe quel spectacle d'ailleurs, sur les deux que tu viens de citer, mais aussi sur Le Porteur, sur Edmond, c'est n'importe quoi, dès qu'il y en a un qui va basculer dans un code de jeu un peu trop appuyé, à la limite de la caricature, où il va se dire « Ah tiens, mon personnage, c'est un personnage comique, je vais surappuyer tout ça », il faut le recadrer parce que du coup, on n'a pas cette impression d'ensemble. On n'a pas cette impression naturelle. Tout à coup, on se dit genre « Wow, ah ouais, c'est autre chose là, il marque le trait ». Et moi, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'appuyer. Il n'y a pas besoin d'appuyer, il y a juste besoin de jouer cette histoire. Et au contraire, il faut qu'on ait l'impression, même si c'est très compliqué en répète, etc., il faut que quand on voit le spectacle, on ait l'impression que tout ça est extrêmement simple. Que ces changements, tout ça, c'est hyper fluide. Il n'y a pas d'impression de « on donne une perf ». Mais du coup, comment tu les diriges, tes comédiens? Parce qu'on voit qu'ils sont... Enfin, ce que j'ai perçu, moi, dans les pièces que j'ai pu voir, c'est une ouverture, en fait, une disponibilité à l'autre sur scène, aux autres comédiens, à l'histoire, une volonté de servir l'histoire. Bah déjà, c'est créer un groupe. Une vulnérabilité aussi. Ouais, donc tu fais comment tu travailles? Ça se passe comment, les répétitions chez toi? À partir du moment où tu castes tes comédiens et le moment où voilà, vous faites la couturière, la première, qu'est-ce qui se passe pendant ce processus? Déjà, faut comprendre que ce que les comédiens jouent a aussi beaucoup un impact sur comment ils vont être dirigés. C'est-à-dire que moi, la particularité de mes spectacles, et si tu prends tous mes spectacles, c'est qu'il n'y a pas un comédien qui a un rôle plus important que l'autre. Tous les comédiens ont une importance égale sur scène. Tous les comédiens, ils sont là autant les uns les autres. Tous les comédiens sont payés pareil sur chacun des spectacles. Il n'y a pas une tête d'affiche et un comédien qui vient pour 2 scènes. Il n'y a pas un seul comédien qui vient dans mes spectacles pour jouer 2-3 scènes et c'est tout. Ils vont tous avoir des choses à jouer. Ils vont tous avoir tout le temps des trucs à faire. Ils vont tous être employés à quelque chose pendant toute la durée du spectacle. Si c'est Edmond, ce sera pendant 2 heures. Ils vont soit jouer, soit déplacer un décor, soit se changer. Mais ils vont être en train toujours de faire quelque chose. Sur une histoire d'amour, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, à partir du moment où il y a une égalité des rôles, de l'importance, ben déjà, tu sais que tu n'es pas plus important que les autres. Et à partir du moment où tu sais que toi, tu n'es pas plus important que les autres sur un spectacle, ben, tu es forcément au service de l'ensemble. Hein? Si tu dis, il y en a un qui vraiment porte tout le truc et toi, par contre, tu as juste à dire 3 répliques, ben, celui qui porte tout le truc, il va finir par se sentir rempli d'un sentiment quand même de supériorité. Oui, bien sûr. C'est pas le cas si, dès le départ, tu dis « Ok, les gars, on est tous au même niveau, là, en fait. On a tous la même importance, on est tous traités pareil, on est tous payés pareil. » Déjà, si tu dis ça, tu as ce sentiment de « J'appartiens à ce projet, j'appartiens à cette équipe. » Et en plus de ça, par la suite, voilà, quand les spectacles ont commencé à marcher et qu'on a commencé à trouver des alternants, des secondes équipes, des troisièmes équipes, etc., tu te rends compte que personne n'est irremplaçable. Tu vois, c'est super, si tu veux jouer le spectacle, c'est super, tant que tu veux le jouer, tant mieux, mais par contre, si jamais à un moment tu peux plus, quelqu'un d'autre viendra jouer le rôle et le spectacle, il continuera, quoi. Donc à partir du moment où il y a ce sentiment-là, il y a une prise de confiance, sans même que je le dise, on participe à ce projet. Tous, sur le même pied d'égalité. Tu vois, donc avant même de les diriger, le projet lui-même va t'induire, va t'amener vers la conscience que tu as de ton importance dans le projet. Ouais, ton état d'esprit au service du collectif, quoi. C'est ça. Moi, je sais que je veux les mettre en valeur, je veux qu'ils soient super, tous, je veux que chacun ait son moment, mais je veux aussi qu'ils soient au service du projet. Si tu veux, quand je vois les pièces de Mnouchkine, à chaque fois, je me prends une claque de mise en scène, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois, il y a un truc où je vais dire genre « Ah ouais, ça c'est brillant, ça c'est génial, ça c'est super ». Et chaque fois, je vais piquer des petits trucs que je vais refaire avec beaucoup moins de moyens et de comédiens. Mais il y a aussi des moments où je me dis « Ah, tu vois, ce comédien, cette comédienne-là, souvent les jeunes, je les ai surtout vus pousser des plateaux. Je les ai pas vraiment vus jouer. » Et je pense que avec mes moyens, etc., le but, c'est que si tu veux qu'un comédien il pousse des plateaux, il faut aussi le faire jouer. Il faut que tout le monde
soit dans le même truc de on va tous pousser des plateaux et on va tous jouer. On va tous avoir notre moment et on va tous se mettre au service des autres. On va tous aider un tel à se saper, à se changer, mais on va tous avoir notre scène. Et si tu as ça, déjà, bah, tout le monde joue ensemble. Une base solide. Mais du coup, ça se passe comment quand tu rassembles tes comédiens autour de toi pour, on va dire, Intramuros ou une histoire d'amour la plus récente? Alors les deux sont assez différentes parce que Intramuros, je l'ai créé au plateau. Donc le texte, je l'ai créé au plateau. L'histoire, je leur ai raconté. À partir d'improvisation, tu veux dire? Non, pas tout à fait. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je leur ai raconté l'histoire, je leur ai donné un canevas de l'histoire, mais il n'y avait pas les dialogues. Ok. Donc je savais ce que j'allais raconter. C'était pas genre, bon, les gars, on va faire un spectacle sur la prison, allez-y, improviser des scènes. Je savais qui allait jouer quoi, je savais... D'accord. Mais on a créé les dialogues au plateau, quoi. Donc c'est de l'écriture au plateau, je dirais. Mais ça s'est passé comment? Ça m'intéresse. Ben, par exemple, on arrive sur une scène et je vais dire, bon voilà, là, dans cette scène, il va se passer ça, tu vois, à ce moment-là, tu rentres, à ce moment-là, à un moment, tu vas devoir lui dire ça, et à la fin, il va se passer ça. Je sais pas, si tu as une scène en tête d'Intramuros, n'importe laquelle. Moi, j'ai la scène où c'était Jean Fornereau qui jouait le père ce soir-là, quand il apprend, quand il revit la scène avec sa femme, et quand il apprend que c'est sa fille. Ouais, alors ça, ça, on était dans la fin, donc peut-être que ça, c'était écrit. Il y avait des moments où, au bout d'un moment... La scène, ok. Alors disons la au début, scène... tu vois, pense aux scènes du début. C'est au début quand il se drague à moitié... Oui, quand il se drague et quand... Voilà, quand il y a Richard et Alice qui sont en train de boire des mojitos. Quand ils sont en train de boire des mojitos. Voilà, bah, typiquement, c'est, bon, bah, les gars, on va faire une scène où vous vous draguez, donc je vous préviens, ce qui va se passer, c'est que vous êtes au bar, vous discutez, et toi, en fait, tu vas parler de ta vie, et puis de temps en temps, elle viendra dire mojito, et là, on avance, quoi. Tu vois, et puis à ce moment-là, il y a le musicien aussi qui est en train d'improviser un peu. Donc je dis, bon là, musique un peu de bar, machin, donc il cherche un peu des petits standards. Et on attaque. Et il commence à jouer. Et je lui dis, ouais, super. Et puis on recommence. Ok, super, mais parle-lui plutôt de ça. Attends un peu, tu vois, recommence. Et puis on recommence. Et puis là, il commence à autre chose. Et puis en fait, au fur et à mesure, je vais diriger ça. Et donc il y a une scène qui va un peu naître. D'accord. Et plus ils répètent, plus ils reprennent, plus moi je dirige, plus ça se fixe, plus ça se fige. D'accord. Et à la fin de la session de travail, qui va durer 1 heure, 2 heures, ça dépend des scènes, on va enregistrer sur dictaphone. Mon assistante va mettre ça par écrit. Et moi, ensuite, je vais réécrire la scène. D'accord. Parfois en gardant des trucs, super. Et parfois en changeant des trucs. Et une fois que c'est réécrit, ça y est, le texte, il est là et c'est la scène que vous allez jouer. Est-ce que tu vas bosser même dans les intentions de jeu, Est-ce que tu vas lui demander ou par exemple sur tel truc, là tu mets telle intention, là tu mets telle intention. Est-ce que c'est une précision à ce degré-là? Ouais, bah, il y a un documentaire sur les répétitions d'Intramuros qui s'appelle Répétition, qui est trouvable et effectivement où on voit un peu toute la méthode, etc. J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Non, pas de souci, mais qui est pas mal parce qu'on voit l'évolution des scènes, etc. Et oui, c'est très précis sur chaque réplique, sur machin, parce qu'au fur et à mesure, en fait, moi je vais être nourri des propositions des acteurs parce qu'ils vont me donner des propositions. Il y a des trucs que je vais garder, d'autres non. Il y a des scènes où ils vont être inspirés, d'autres non. Il y a des acteurs qui seront plus ou moins des bons improvisateurs. Mais donc, pour Intramuros, c'était particulier. Parce que les acteurs que j'ai choisis, je voulais des improvisateurs. D'accord. Donc, l'audition que j'ai faite, j'ai vu 3 équipes d'acteurs. Et à chaque fois, j'ai passé 2-3 heures avec eux. Et je les ai fait improviser sur des scènes de la pièce. Et donc, je voyais aussi qui était capable de réagir comme je voulais qu'ils réagissent, qui avait le talent ou le nez pour improviser, parce qu'il y a des très bons acteurs qui ne sont pas des très bons improvisateurs et vice-versa. Et voilà, et donc j'ai choisi l'équipe qui, à mon sens, allait être la plus facile à diriger et qui allait m'amener vers ce que je voulais, quoi. Mais j'aurais pu l'écrire à la table, mais j'avais envie j'aime bien ce travail au plateau, quoi. Parce que comme je suis auteur et metteur en scène, ça va vite, c'est assez passionnant, etc. Une histoire d'amour, c'est un texte que j'ai écrit. Donc là, c'est pas tout à fait la même manière de travailler. Donc une histoire d'amour, en fait, c'est juste de la direction telle réplique, fais-la autrement, va plus vite, souvent, colle, ok, on reprend. D'accord. Tu commences par des lectures ou... Oui, avant les répètes. Avant les répètes, Avant les répètes, on va se faire une lecture ou deux, ouais, mais en répète, tout le monde sait son texte. S'il y a un texte à apprendre, tout le monde l'apprend, quoi. Au premier jour, tout le monde sait son texte. Ouais. En général, le premier jour, je fais un filage. Ok. Comme ça, chute libre, pour voir où les comédiens vont instinctivement. Ouais, et voir moi aussi ce que je peux voir de la pièce et où est-ce que je vais aller. J'ai fait ça sur les producteurs, par exemple. Ok. Je dis, bon voilà, allez, filage.
Et donc, en plus, quand c'est de la musique, etc., c'est encore autre chose. Mais ça me permet, moi, d'avoir une vision globale du truc. Que tu n'aurais peut-être pas eu en plus instinctivement Voilà. à l'écriture. Voilà, ce qui n'était pas le cas sur Intramuros, puisque c'était une création Ouais. au plateau. Donc là, j'ai pas fait filage. Là, j'ai fait, bon, allons-y, quoi. On va attaquer la D'accord. première scène et on va voir ce qu'il en est et si on arrive à trouver la méthode, etc. D'accord. Voilà, Edmond, c'était du texte écrit, donc c'était un Ok. filage. Le cercle, c'était du texte écrit, mais le cercle, pour le coup, vraiment, j'ai eu un truc de... C'était pas bien, quoi. Comment ça? J'ai fait mon premier jour, j'ai dit filage, et puis à la fin du filage, je me suis dit, oh là là, je me suis complètement planté, j'arrive pas, c'est nul ce que j'ai écrit, etc. Et puis après, j'ai commencé à réécrire, etc. Et puis au fur et à mesure, j'étais plutôt content. Ok. Et Le Porteur, c'est un texte qu'on a d'abord créé au plateau. Pareil, tu avais l'idée générale. Moi, c'est plus qu'une idée, c'est vraiment, je suis capable de te raconter l'histoire. Ok. Et Et c'est ce que j'ai fait aux acteurs, je leur raconte l'histoire. Je leur dis, et là, il va se passer toutes les ça, machin. imbrications d'histoire dans l'histoire, Voilà. dans l'histoire, tout ça, tu avais ça en tête. Ouais. Et en Ok. fait, la façon dont tu racontes quelque chose, et ça, c'est un conseil que je donne beaucoup aux gens qui écrivent, c'est raconte tes idées, raconte tes pitchs, raconte tes histoires. Et en fait, plus tu racontes, plus tu construis. Tu racontes à une personne, une deuxième, une troisième. Et en fait, plus tu racontes, plus tu arrives à voir dans les yeux de la personne à qui tu racontes si elle est accrochée ou si elle s'en fout. Ou s'il y a un moment où, là, elle décroche. Là, c'est moins intéressant. Par contre, si quand tu racontes ton truc, la personne, elle est accrochée à son siège pendant tout le récit, c'est bon signe. C'est que ton histoire, elle est solide. Et toi, ça te permet de voir aussi le bon moyen de la raconter. Parce que, voilà, des fois, il faut la raconter d'une certaine manière pour que le suspense fonctionne, quoi. Comme quand tu racontes une blague, quoi. Donc quand tu arrives à trouver le bon moyen de la raconter, tu as les bonnes bases pour avoir le bon moyen d'écrire ton synopsis, quoi. D'accord. Et pour revenir à une histoire d'amour, est-ce que là, ou même du coup pour le cercle ou le porteur d'histoire, est-ce que tu suis une sorte de méthode, tu as une méthode de travail, c'est-à-dire est-ce que tu fais des exercices d'improvisation, est-ce que tu crées un imaginaire collectif avec tes acteurs? Parce que chaque pièce est quand même très très empreinte d'un imaginaire collectif, tu as l'impression qu'ils sont tous justement au service de la grande histoire et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que à part en Angleterre où j'ai pu voir plein de pièces qui étaient assez similaires dans la façon d'être racontées, dans la façon d'être au service vraiment de l'œuvre, on ne voit pas beaucoup ça en France. Donc comment tu as travaillé la cohésion de groupe avec tes acteurs? Honnêtement, Tu castes juste des... Je perds pas de temps, quoi. Ouais, d'accord. Premier jour, on attaque et en général, ça va très vite. Tu vois, je fais pas de psychologie, je fais pas de... Une fois qu'on est parti, on est parti. On est parti, scène après scène après scène après scène. Donc il n'y a pas d'impro autour de telle scène ou autour... Ça dépend si c'est écrit ou pas. Si c'est oui, moi si c'est qui pas écrit, écrit, si par exemple on part par exemple dans une histoire d'amour, si tu fais une impro, qu'est-ce qui s'est passé peut-être pas pendant les 12 ans où elles se sont pas vues, mais une scène ou deux, tu fais pas de trucs comme ça? Non. Ok. Si c'est écrit, c'est écrit. Ok. Une histoire d'amour, on a fait premier jour, on a fait un filage, ça marchait, quoi. Puis après, on a travaillé évidemment les scènes, etc. Puis toutes les transitions. Bonne partie de mon travail, c'est les transitions. Ouais. Donc c'est pas de la direction d'acteur, mais c'est les transitions, c'est ce qui fait qu'en fait les scènes où on est accroché, c'est ce qui fait que tu sors pas de la pièce. C'est ce qui est le plus important, ouais. En tout cas, c'est très important. Et il faut pas négliger l'impact et l'importance de la transition au théâtre, quoi. Ok. Mais non, on rentre vraiment dedans et souvent ça va très vite. Edmond, par exemple, on a mis 3 semaines à monter la pièce. Ah ouais. Ouais. Au bout de 3 semaines, il y avait la pièce. Après, le reste, c'était de la technique, des lumières, tout ça. Mais moi, j'ai toujours moitié répète en salle de répète et moitié en salle. Un mois, idéalement. Ok. 3 semaines si j'ai pas un mois. Mais ouais, j'essaie d'avoir un mois en salle de répète pour créer le spectacle avec les acteurs, pour faire vraiment du jeu. C'est le moment, c'est le labo, quoi. Et après, c'est de la technique. Dans tes pièces, ça ne gueule pas. On entend tout. Ouais. Et pourtant, ça ne gueule pas. Tu sens une très, très grande intimité. Tu as l'impression que c'est très intime, alors que tout le théâtre entend, même au poulailler, tu vois. Même. Parce que je gueule pas dans la vie, quoi. Mais du coup, comment t'arrives à bosser ça? Souvent, les metteurs en scène, en France en tout cas, on va te demander de beaucoup projeter, voire gueuler pour te faire entendre, pour te rendre très lisible. Là, tes acteurs se rendent pas... il faut qu'ils parlent fort, hein. Enfin, quand même, c'est au théâtre, quoi. Donc, il faut qu'on les entende. Si je les entends pas, je vais leur dire, on t'entend pas, quoi. Ça, c'est sûr. Mais t'as pas de micro, t'as pas d'amplificateur Sur le cercle, il y a un des acteurs qui a un micro. C'est l'horloger, Michel Derville, parce que je voulais un effet un peu, une voix magique.
Ouais. Tu vois, je voulais que lui, quand il parle, il ait un truc où tout d'un coup, ça remplit tout le théâtre. Mais les autres n'ont pas de micro. Mais il faut que ce soit justifié, quoi. Mais par contre, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, avoir utilisé un peu plus le son. D'ailleurs, sur les producteurs, tout le monde a des micros. Et c'était chouette, c'était vachement chouette de travailler, de voir les possibilités que tu peux en dégager. Je me souviens d'un spectacle de McBurney qui était assez génial, où il est seul en scène. Et il l'avait mis en ligne, etc. Et il fait tout un truc avec des micros et des voix dans la tête, etc. Et en fait, tout le public a des casques. Ah, c'est cool. C'est pas mal. Bon, compliqué à mettre en œuvre avec le Covid surtout, mais en tout cas, le son et le travail du son, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop utilisé jusqu'à maintenant, et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, quoi. J'aime bien avoir un peu de soutien quand on est dans une grande salle. Ouais, Intramuros, ils sont pas microtés? Non, ils sont pas microtés, mais il y a un musicien au plateau. D'accord. Qui est en live, quoi. Ok. Et parce que la musique, elle a un rôle très important dans chacune de tes pièces. Est-ce qu'elle est présente dès le stade des répétitions? Est-ce que c'est un appui de jeu? Est-ce que tu demandes à tes comédiens de s'en servir comme appui de jeu? Même avant. Genre, souvent, en fait, je fais avec mes spectacles le travail que je vais faire au cinéma une fois que le film est fait. Avec mes spectacles, je le fais avant le début des répètes. Donc, par exemple, sur Edmond, mon compositeur Romain Trouillet, je lui disais, là, à tel moment de l'histoire, je veux que la musique commence et que ça va durer 1 minute 40. Et ça s'arrête là. D'accord. Et après, il me fait ma musique et moi, je me lis le truc et je vois si ça marche. Et des fois, je lui dis, j'ai besoin de 10 secondes de plus. Des fois, je lui dis machin. Et puis ensuite, quand on va répéter avec les acteurs, je vais mettre la musique et on va répéter avec la musique. D'accord. Et ils savent qu'à la fin de la musique, ils doivent avoir fini, quoi. Et donc, ça contribue aussi à garder le rythme de la pièce. J'allais te demander, en fait, tout ton rythme, tu le penses en amont de la mise en scène? Oui et non, je sais qu'il va y avoir du rythme, en fait. Mais ça, je m'en rends compte de toute façon dès que je suis au plateau, hein. Je suis le premier spectateur. Quand je m'ennuie, je m'ennuie. Donc, je cherche les raisons de mon ennui. Et je cherche comment pallier à cet ennui. Est-ce que c'est un problème de rythme? Est-ce que là, je veux qu'on colle? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est l'acteur? Est-ce que c'est mon écriture? Donc ça, c'est mon job justement d'arriver à comprendre comment résoudre les problèmes, quoi. Et quand c'est un problème d'acteur? Ah bah, c'est à moi de le diriger. C'est moi qui l'ai choisi, donc c'est ma responsabilité. Donc, si c'est un problème d'acteur, c'est que c'est à moi de trouver le moyen de le diriger pour qu'il arrive à me donner ce que je veux, quoi. Et dans ces cas-là, comment tu procèdes quand il y a... Enfin, je sais pas ça si dépend, parce que c'est les mêmes problématiques. C'est des problématiques différentes pour chaque acteur. Le truc, c'est d'arriver à trouver à chaque fois la façon dont fonctionne un acteur. Donc c'est toi qui fais ce travail de parler à l'acteur et oui. d'aller à l'acteur pour ensuite... T'attends pas d'un acteur qui se fonde dans ta vision, dans ta façon de travailler? Ça dépend. Parfois, c'est tout de suite ça, et c'est super. Il y a des acteurs avec qui, tu vois, ils vont comprendre tout de suite là où tu veux aller, ils vont te donner exactement ce que tu veux, et c'est super. Et puis parfois, c'est pas exactement ce que tu veux, et il va falloir trouver le moyen de l'amener vers ta vision, quoi, tu vois, et qu'on soit d'accord, et de le convaincre que ta vision elle est bonne. Parce que c'est pas juste de dire fais ce que je te demande. Ouais, c'est de la négociation aussi. C'est pas de la négociation, c'est arriver à lui faire comprendre que c'est mieux non seulement pour la pièce, mais aussi pour lui. Ok. Parce que quand on est acteur, on n'a pas forcément la vision de ce qu'on donne. Donc il y a des fois où on se rend pas compte, en fait. On a l'impression de faire une performance incroyable, et quand on vient de dire, tu sais, ça, c'est dommage parce que c'est moins fort que si tu en fais moins. Souvent, c'est quelque chose que je dis souvent. Fais-en moins, sois plus simple, juste raconte l'histoire. Appuie-toi là-dessus, le texte suffit, l'histoire suffit. Mais après, les acteurs, il faut leur parler selon leur âge, leur expérience, tu vois, faut trouver les bons mots, quoi. Il y a des acteurs avec qui j'ai bossé 5 fois, 10 fois, je vais avoir moins de pincettes. Ouais. Je vais juste dire non. Non, plus vite, allez, colle. Ouais. Non, pas ça. Ça, oui. Ah, c'est bien ça. Ça suffit. Et puis d'autres acteurs que je vais venir avec un peu plus de dire non, c'est super, c'est vachement bien, mais juste à ce moment-là, tu sais, je pense que on t'entend pas hyper bien, ou je pense que si jamais tu le tournes là, c'est plus drôle. Ta punch, elle arrivera derrière. Voilà, c'est toujours d'arriver à convaincre l'acteur que ce que tu dis n'est pas juste pour ton plaisir à toi, c'est pour qu'il soit mieux, et pour que le spectacle soit mieux, et pour que l'effet soit mieux, pour que ce soit plus juste, plus touchant, que ça suffise, voilà, quoi. Pardon, je t'ai peut-être coupé. Non. Comment tu diriges des jeunes, j'allais dire des jeunes adultes, elles sont très jeunes dans Une histoire d'amour, les petites. Ah, les petites, là? Ouais. Comment tu les diriges
pour qu'elles aient cette même acceptation de leur vulnérabilité en face d'un public que Tu sais, 50% du travail de direction d'acteur, c'est le casting. La personne que tu vas choisir, c'est 50% de l'importance de ta direction. Et tout ça. C'est qui tu vas choisir. Ouais. Et voilà. Et donc, pour ces jeunes comédiennes, par exemple, c'est au casting que ça se fait, quoi. C'est de trouver les gens qui ont un truc où tu te dis, OK, on parle la même langue. Moi, par exemple, toutes les comédiennes qui jouent dans Une histoire d'amour, parce que maintenant, il y en a plusieurs, parce qu'elles grandissent, donc forcément, elles peuvent jouer 1 an, et après, il y en a les nouvelles qui arrivent. Donc, elles sont une dizaine, au moins, à avoir joué le spectacle. À chaque fois, il y a un truc un peu commun où je sais que c'est elles qui ont envie de jouer. C'est pas les parents qui poussent, c'est pas elles viennent pas parce que c'est cool de faire des tournages. Et elles ont toutes ce truc en commun elles sont déjà actrices. Elles ont déjà envie de jouer. Elles brûlent de jouer. Et quand elles jouent, elles sont heureuses. Et il n'y a aucun endroit sur Terre où elles vont être plus heureuses que sur scène. Et elles ont beau avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, je sens ça chez elles. Et justement, chez les enfants, il y a quelque chose d'instinctif. Il n'y a pas 20 ans de travail qui peut te permettre de pallier, de masquer certains défauts que tu pourrais avoir. Il n'y a pas de la technique, il y a quelque chose d'un peu simple, quoi, immédiat, inné. Brut, ouais. Tu vois le truc. Et en général, tu commences à faire des lectures et tu vois tout de suite celles qui s'amusent et qui comprennent tout et quand tu leur dis, tiens, à ce moment-là, fais plus de ça, elles font, ah ouais, ok, d'accord. Parce qu'elles ont envie, en fait, de s'améliorer. Parce elles savent que c'est le prix de ce métier, quoi. Et toutes, elles sont géniales, quoi. Il y a vraiment un truc commun, quoi. Donc, quand je sens que ça traîne un peu, qu'il n'y a pas forcément l'envie, ou il n'y a pas forcément l'intelligence, ou il n'y a pas forcément une vraie envie de jouer dans ce spectacle, etc., a priori, c'est que c'est pas la bonne personne pour. D'accord. Parce que je sais qu'il va falloir assurer, il va falloir aller sur scène, jouer devant des centaines de gens, à 12 ans, un rôle quand même costaud. Surtout, c'est un rôle costaud. Oui, mais justement, spoiler, à 12 ans, quand on a vraiment envie d'être acteur, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'avoir un rôle comme ça, surtout au théâtre. Donc, et après, je les dirige comme je dirige des grands, quoi. Parce qu'elles comprennent tout et parce qu'elles sont au taquet, elles apprennent leurs textes. Donc, il y a des fois où c'est la première fois qu'elles jouent au théâtre, et donc il va y avoir des bases, des trucs de technique, voilà, parle fort, attention, je t'entends pas, c'est beaucoup ça. Hein. Et le reste du temps, c'est comme les grands. Même leur accès aux émotions, tout ça, ça va être la même façon. Elles l'ont, quoi. D'accord. Elles l'ont, quoi. De toute manière, je sais plus qui disait ça, je voyais une interview de quelqu'un qui disait les conseils, qui avait donné des conseils, c'est, écoute, en fait, ne pleure que si tu ne peux pas t'en empêcher. Sinon, ne le fais pas. Tu vois, ne cherche pas une émotion, en fait. L'émotion, elle surgit si tu es connecté à ce que tu racontes. Sinon, va pas la fabriquer, quoi. Oui, bien sûr. Et sur Une histoire d'amour particulièrement, le casting, il se fait comme ça, en fait. Mais pas que des gamines ou des grandes, tu vois. Il y a un truc où tu as besoin d'avoir des actrices qui sont connectées à ce qu'elles racontent, sinon que ça touche. Qui sont traversées par une émotion quand elles racontent cette histoire. Parce que moi, quand je joue cette histoire, ça me bouleverse, enfin, vraiment, ça me traverse, quoi. Et tu peux pas prendre quelqu'un qui est complètement déconnecté du rôle, quoi. Donc, le casting est hyper important. Mais pas que les petites, les grandes, tout le monde, les grands, les acteurs. Donc, ce seront quoi, si tu devais dire de manière un peu plus précise et concise, les qualités que tu vas rechercher chez tes actrices et tes acteurs? Déjà, il faut que ce soit des bons camarades. Parce que moi, a priori, la pièce, elle va jouer longtemps, sauf accident. Au minimum 8 ans. En tout cas, ça va pas jouer 10 fois, quoi. Tu vois, donc, il faut que ce soit des gens qui sont capables d'être de bonnes compositions dans un groupe. Tu vois, et ça, c'est un truc que tout le monde n'a pas forcément, tu vois. Il faut qu'ils soient disponibles. Parce que s'ils tournent beaucoup, qu'ils font beaucoup de tournages, par exemple, et que dans 2 mois, ils me disent « Ah, j'ai décroché un film », quel intérêt? Je ne vais pas reformer quelqu'un tout de suite. Quand ils signent pour 1 an ou 2, quoi. Okay. Donc il faut qu'ils aient une disponibilité, mais en même temps, il ne faut pas que cette disponibilité, elle vienne du fait que ce n'est pas des gens faciles. Hein, donc la bonne dose, c'est un très bon acteur, mais qui, pour X ou Y raison, n'a pas bossé depuis 1 an ou 2, et donc est complètement dispo. Nickel.
Ok. Et après, il y en a plein des bons acteurs, quoi. En fait, quand on arrête, comment dire, quand on passe 30 ans, si on est acteur, bah, a priori, c'est qu'on a déjà joué et qu'on est toujours là et qu'on fait ce métier et que donc, on a les armes pour avancer, quoi. Après, évidemment, si tu rentres dans... j'ai envie d'être un acteur disponible, qui est dans la proposition, mais en même temps qui est au service, qui sait se mettre au service de quelque chose, d'un groupe. Donc un acteur qui a un trop gros ego, il n'a pas forcément sa place. Hein. Ça va être compliqué pour lui parce qu'il va falloir se mettre au service d'un spectacle. Donc ces qualités-là, je les cherche un peu chez tous les acteurs que je prends. Bon, des fois je me plante, hein. On se plante toujours, mais au fur et à mesure, tu perçois, tu arrives à sentir, et puis tu demandes. Tu demandes des metteurs en scène qui ont déjà travaillé, comment il est, comment elle est, sympa, ouais. Ah, super, génial, tu peux y aller les yeux fermés, vraiment, super camarade et tout. Ok. Tu vas caster des gens, par exemple, que tu peux voir dans des spectacles ou ça se passe comment? Ouais, bien sûr, évidemment. Okay. Oui, si je les ai vus, tant mieux. Ouais, puis des fois, si je les ai pas vus, mais que je cherche un truc spécifique, en fait... Au début, quand je commençais à caster des acteurs, forcément, je castais des acteurs que je connaissais, avec qui j'avais envie de travailler, quoi. Bon, aujourd'hui, je fais travailler, je sais pas, entre 100 et 150 comédiens, peut-être. Donc, forcément, au bout d'un moment, tu as épuisé ton cercle, quoi. Donc, tu es obligé de... Et puis, comme les spectacles continuent de jouer, en fait, je vais pas prendre un acteur d'un spectacle qui joue pour l'amener sur un autre spectacle, parce qu'il va falloir que je le remplace sur le premier, bien quoi. sûr. Donc voilà, la seule façon, c'est si jamais à un moment il me dit bon, j'arrête, j'ai fait ma dernière, c'est bon, là je sais qu'il est disponible, ok, à partir de là je peux lui dire écoute, ça te dit de jouer sur l'autre. Okay. Mais forcément, ouais, donc maintenant, aujourd'hui, quand je cherche un acteur, je demande aussi autour de moi parce que j'ai plus 25 ans, quoi, donc des fois je cherche des jeunes acteurs, j'ai pas forcément une connexion, donc j'ai quand même quelques des assistants, tout ça, qui ont plus cet âge-là et qui vont être capables de me dire... Si je cherche un jeune, je vais leur demander à eux, quoi. Si je cherche un mec un peu plus âgé, je vais demander à des acteurs un peu âgés. T'as pas des potes qui sont sympas, qui machin. Mais par contre, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, je vais chercher... souvent, je cherche tout le temps des acteurs. Là, je viens de caster 3 acteurs sur Edmond pour l'année prochaine. Juste avant, il y a toute nouvelle équipe du Cercle qui a commencé, donc une équipe complète, etc. Je suis tout le temps un peu en train de remplacer, quoi. Et souvent, je demande aux acteurs de la troupe, hein, des gens qui sont en train de jouer, si vous avez des idées, proposez. Et pourtant, c'est rarement leurs propositions que je finis par prendre. Parce que quand on joue un rôle, on n'a pas forcément l'objectivité de savoir qu'est-ce qui ferait un bon remplaçant ou alternant. D'abord, on a un petit truc de « j'aimerais pas qu'il soit mieux que moi ». Ensuite, on a un petit truc de « bon, je vais placer mon pote oui. ». Mais ça ne veut pas dire que ce sera un bon choix. Ni physiquement, ni dans le jeu, ni dans le... C'est juste un service rendu, quoi. En revanche, quand on est extérieur au projet et qu'on dit « t'as une idée de qui pourrait faire ça ?»« Ah oui, j'ai vu tel acteur ou telle actrice dans un truc, je me suis dit... » Puis au fur et à mesure, en fait, les gens qui me donnent des bonnes propositions et des bonnes idées, je les garde. Ouais, bien sûr. Puis je leur redemande, et puis au final, ça fait un petit réseau. Puis souvent, on est plusieurs metteurs en scène à se piquer des acteurs, à se les renvoyer, etc. Je veux dire, Daguerre, Azopardi, tout ça, c'est des gros employeurs. On s'appelle souvent en disant « bon... il est bien, lui, super. Oh, lui, il est un peu difficile. » Okay. Voilà. Et comment tu arrives à ce que tes pièces, même après 8 ans, je crois que c'est 8 ans à l'affiche, Le Porteur d'Histoire 8 ou 9, non? Plus même, je crois. Ouais. C'était créé en 2011, mais oui, à Paris, 2013, 9 ans. Ouais, 9 ans. Comment tu arrives à ce que la pièce reste aussi actuelle? C'est-à-dire que tu y vas, tu as l'impression qu'elle est jouée pour la première fois, même 9 ans plus tard. Est-ce que tu interviens déjà pour former tes comédiens, pour les alternants, tout ça, est-ce que tu es très présent à ce stade-là? Là, maintenant, en fait, les nouveaux sont formés par... En fait, sur chaque pièce, j'ai des assistants. Okay. Et souvent, les assistants sont des acteurs qui ont joué la pièce, ou qui jouent encore. Pratique. Hein, mais chez qui, soit je décèle des velléités de mise en scène, soit... sont déjà metteurs en scène ou ont déjà fait des mises en scène. Et donc, en général, je leur dis, est-ce que tu veux te charger de la formation? Donc, par exemple, sur le Cercle des illusionnistes, c'est Clotilde Dagneau qui joue dedans, qui joue Madame Gabrielle, qui est metteuse en scène, et qui donc se charge de la formation des équipes, etc., et du maintien du truc, et fait des notes, etc. Sur le porteur, il y en a 2, c'est Patrick Blandin qui joue le porteur, et Isman Yakini qui joue Alia, et tous les deux, un peu en alternance, vont former des nouvelles équipes, soit des nouveaux comédiens,
soit carrément, le porteur, c'est une pièce qui s'est jouée, qui s'est montée aussi ailleurs, qui s'est montée à Bruxelles avec une équipe belge, qui s'est montée à Lyon avec une équipe lyonnaise qui a joué 200 fois, qui a vraiment bien marché, qui s'est montée là actuellement, qui s'est montée à Nantes avec une équipe nantaise et qui joue à Nantes en fixe, quoi. Ok, en Voilà. totale autonomie, sans que tu interviennes dans le processus Moi, je suis venu la dernière semaine de création, quoi. Ok, Donc, il monte la pièce, puis moi, j'arrive la dernière semaine pour donner des notes de jeu, resserrer des trucs, voilà. mais être ça là pour la reste ta première mise fois. en scène. C'est ma mise en scène, là. Ah ouais, C'est ma mise en scène qui refont eux, que Patrick ou Eastman vont aller comme les États-Unis quand on prend une franchise de comédie Oui, j'allais musicale, dire, c'est une franchise en fait. une sorte de franchise, quoi. Voilà. Ok, Mais le truc, c'est que c'est des pièces qui ne peuvent pas trop bouger parce que la musique, parce que le cadre fait que c'est difficile. La seule, en fait, qui peut bouger, c'est Intramuros. Parce que Intramuros, c'est un musicien en live. Donc, c'est pas des musiques fixes, c'est un mec qui suit les acteurs. ouais, d'accord. Et Intramuros, c'est une pièce où je suis souvent intervenu en disant, les gars, vous avez pris 10 minutes là. Hein, elle a un panel, elle peut durer 1h35 ou elle peut durer 1h45, quoi. Et c'est Ah pas la ouais. même pièce. Et souvent, je leur dis, écoutez, au-delà d'1h40, les gens applaudissent, mais en dessous d'1h40, ils se lèvent. Donc, faites votre choix, quoi. D'accord. Et donc oui, donc souvent, voilà, mes assistants vont eux-mêmes former des nouveaux comédiens, et moi je vais arriver pour le dernier filage, où ça dépend combien ils sont, quoi. Si c'est juste un comédien, je vais venir voir un filage et donner des notes. Si c'est une équipe complète, je vais peut-être suivre un ou deux, trois filages, histoire d'être là un peu. D'accord. Voilà, donc c'est c'est un système, mais c'est un système qu'on a dû mettre en place au fur et à mesure, parce que c'est des problématiques qu'on n'avait pas anticipées jusqu'à ce que Ouais. les pièces soient là et qu'elles jouent, et qu'il faille trouver, et que ça continue à jouer, et qu'il faille trouver des nouveaux comédiens, etc., quoi. Donc c'est un système qu'on a mis en place, quoi. Ok. Et comment toi tu t'auto-diriges? Quand je Parce joue, que ouais, quand tu joues, alors je t'ai jamais vu jouer encore, peut-être bientôt, mais c'est une question qui m'obsède, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'auto-diriger parce que dans tes pièces, il n'y a pas un comédien qui s'écoute parler, il y en a, et je il y en sais a pas un qui pas. se regarde. Non, mais je pense que j'ai toujours eu. Déjà, les premiers spectacles, j'étais dedans, quoi. Le Mariage de Figaro, je jouais dedans. La Mégère, je jouais dedans. Roméo et Juliette, je jouais dedans. Le Porteur d'Histoire, c'est la première fois où je ne joue pas dans un de mes spectacles. Ok, Et j'ai tellement aimé que j'ai pas joué dans les 4 suivants, quoi. ok. Jusqu'à Une histoire d'amour, où je me suis dit, ah tiens, là, le rôle, je pense que ce serait pas mal que je le fasse, quoi. Tu l'avais pas écrit pour toi? Non, j'ai écrit la pièce, quoi. J'ai écrit la pièce, et puis après, j'écris jamais pour quelqu'un, de toute façon. J'écris, Ok. et puis au fur et à mesure que j'écris, je me dis, c'est pas mal, ça. Et puis voilà. Et en fait, je m'étais déjà dit ça un peu sur Intramuros, sur le personnage du metteur en scène, où je me disais, ah, c'est rigolo, ce serait marrant que je joue le metteur en scène. Mais c'était pas pour moi. Mais c'était pas pour moi. Ok. Quelqu'un d'autre pouvait mieux le faire. Et quand je me dis quelqu'un d'autre le fera mieux que moi, je me pose pas la question. Là, sur Une histoire d'amour, je me disais vraiment, ça, je pense que c'est dans mes cordes, quoi. C'est mon clown, quoi. Et puis, j'avais envie de le jouer, quoi. Donc, mais c'est une orga, quoi. C'est une orga. Et puis, au final, je suis pas sûr que ça apporte énormément au spectacle que je joue dedans, en fait. Mais ça se passe comment? Parce que pour avoir une idée de la mise en scène, est-ce que tu prends quelqu'un au plateau pour te remplacer, pour faire tes tableaux, pour créer tes images? Non, j'ai une assistante. Enfin, là, sur Une histoire d'amour, j'en ai même 2. Ok. Et puis, donc j'ai des retours de mon assistante, mais aussi je vais filmer les transitions pour vérifier que ça fonctionne. Et puis me filmer un peu moi aussi, hein, voir un peu ce que ça donne. Ok. Mais globalement, j'ai quand même une idée de ce que je joue, quoi. Il y a un D'accord. truc un peu... c'est pas quelque chose d'insurmontable, quoi. Le seul truc qui m'embête, c'est pour avoir une vision extérieure des transitions. Ça va beaucoup plus vite quand je suis pas dedans, évidemment. Les producteurs, j'aurais pas pu jouer dedans, quoi. Trop de taf, trop de machin. Il faut que je vois, quoi. Faut que je vois de l'extérieur. Et sur Une histoire d'amour qu'on a fait en film, donc là aussi, pareil, ça a été un petit coup à prendre, quoi. Parce que tu joues dedans. Ouais, je joue dedans. C'est l'équipe de la première équipe théâtrale, quoi. D'accord. Et là aussi, ça a été un petit coup à prendre de jouer, de regarder le combo, de revenir jouer. Mais on n'a pas forcément toujours le temps en plus, donc mais c'est un petit coup à prendre, quoi, on va dire. Ok. Après, c'est plus facile quand on a une expérience d'acteur et de metteur en scène et d'auteur. Bon, combiner les trois est plus facile que si on a 0 expérience d'acteur ou 0 expérience de metteur en scène, quoi. Ouais. Et comment tu abordes tes rôles, alors que ce soit ceux que tu écris, soit des rôles, tu joues quand même à côté aussi.
Comment est-ce que toi, je suis assez intéressée aussi par les méthodes des uns et des autres, parce que je pense que ça peut parler à des comédiens ou des metteurs en scène. Tu abordes le travail selon une méthodologie, c'est-à-dire que tu vas commencer par faire du travail à la table, tu vas un peu décortiquer le texte, ensuite tu vas te faire des impros, ou ça va se passer comment, toi, Quand je joue, quand tu joues, ouais. ouais, je vais surtout bosser le texte, quoi. Je vais apprendre, je vais me le mettre en bouche. Comme j'écris, etc., je vais des fois proposer des trucs, quoi, des changements Petite réécriture. de T'as vu- texte, quoi, Ok. de répliques. De temps en temps, je vais dire, ou des coupes. Souvent, je propose des coupes. Je dis, bon, là, Ok. tu crois pas que je pourrais juste dire ça, ça suffit. Voilà, s'ils disent oui, super. S'ils disent non, bon, bah, je ferai ce qu'ils veulent, quoi. Ok. Tu vois, des fois, j'ai du mal à ne pas, tu vois, lâcher parce que je me dis, ah, quand même, je suis sûr d'avoir raison. Et puis après, je vois le résultat et je me dis, ah non, j'avais tort. Donc, mais en général, j'aime bien me laisser diriger et me laisser mener quelque part, quoi. Non, c'est plutôt agréable juste de jouer, entre guillemets, quoi. Donc il n'y a pas une prépa énorme, sauf si le rôle le demande, sauf si le rôle est un rôle qui nécessite de s'y plonger. Des fois, je lis des trucs et je me dis, c'est pas pour moi. Tu vois, même des trucs qu'on me propose, où on me propose soit le rôle, soit de passer le casting, vraiment, je lis et je me dis, genre, c'est pas dans mes cordes, quoi. Quelqu'un d'autre le fera beaucoup mieux, quoi. Et des fois, je lis un truc et je me dis, ça, ouais, je pense que je peux le faire. Ok. Et voilà, c'est aussi connaître son outil, ses limites, tu vois. Et puis, c'est plutôt un plaisir de jouer, quoi. Pour moi, vraiment, il y a un truc un peu... c'est le moment où je débranche, quoi. C'est quand même... C'est des responsabilités, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup moins de responsabilités que de porter un film sur ses épaules ou une pièce. Ouais, j'imagine. C'est cool, quoi. Et tu travailles avec un coach ou pas du tout? Ça t'arrive Non. de demander de l'aide? Non? Non. Ok. Non, je m'autogère, on va dire, mais Ok. enfin, en tout cas pour préparer mes trucs. Et après, il faut aussi arriver disponible parce que tu vas être sous l'œil d'un metteur en scène ou d'un réalisateur, d'une réalisatrice, une mise en scène. Tu vas lui faire confiance en fait. Donc voilà. Ok. Et comment tu continues de nourrir ton travail, que ce soit du côté, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène? Tu vas, j'imagine, aller voir beaucoup de pièces. C'est quoi tes influences, tes inspirations pour tes mises en scène ou même ton écriture? C'est un peu tout, quoi. Oui, je vais voir des pièces, je vais voir des films, je vais voir des séries, je vais lire des bouquins, je vais écouter de la musique, je vais vivre des trucs, je vais débrancher mon cerveau et partir en vacances. En fait, la chance que j'ai eue et une constante dans tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours fait exactement ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais fait un travail de commande. Hein, tous mes spectacles, c'est des spectacles qui sont venus de ma propre envie et de mes propres idées. Donc, souvent, je vais avoir plusieurs idées qui cohabitent et que je vais nourrir et qui vont grandir à divers stades. Et à un moment, je vais me dire, OK, il est temps de raconter celle-là. Ou peut-être que je la raconterai 3 ans plus tard, ou peut-être 10 ans plus tard. Et le temps fait que certaines idées restent, et puis d'autres partent. Et puis celles qui restent et qui continuent à revenir, on finit par se dire, ah, peut-être que je le fasse. Jusqu'au moment où l'envie de la faire, elle est là, quoi. Une histoire d'amour, par exemple, au moment où j'ai écrit une histoire d'amour, j'étais en train d'écrire un truc qui n'avait rien à voir, quoi. J'étais en train d'écrire une comédie un peu rom-com pour le cinéma, quoi. Un truc très léger, marrant, enfin voilà, quoi. Un truc de génération, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais... Et puis, j'ai traversé une rupture. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais incapable d'écrire ma comédie, quoi. Ça marchait plus, quoi. Et j'ai repensé à cette histoire que j'avais en tête, donc celle d'une histoire d'amour, et tout à coup, ça me semblait hyper logique de la raconter, quoi. J'étais dans le bon état émotionnel pour la raconter. Donc, je me suis mis à écrire ça, et puis c'est sorti très vite. Et puis je me suis dit, bon, maintenant, je vais la monter, quoi. Et je pense que quand on écrit, on parle toujours de nous, en fait. Même si on ne fait pas de l'autofiction, on parle toujours de nous. C'est-à-dire que moi, souvent, je me dis « Ah, j'ai vraiment envie de raconter ça, j'ai vraiment envie de raconter ça », et je le raconte, et je l'écris, et c'est pas du tout un truc sur moi, et puis je termine, et je regarde le résultat, et je fais « Ok, je vois le thème, d'accord, je comprends pourquoi j'avais cette envie-là, quoi ». Je veux dire, quand j'écris Edmond,
et que je parle d'un jeune auteur qui a envie absolument de réussir à écrire un chef-d'œuvre et que personne n'y croit et que ceci et que cela, bon bah c'est normal que c'est des thématiques qui me parlent en fait. Quand je parle de théâtre, évidemment que ça me touche. Le porteur d'histoire, le pouvoir du récit, quand je raconte tous les trucs que j'écris, on peut y trouver des thématiques qui nous traversent, quoi. Et donc une histoire d'amour, bah forcément que ce moment que je traversais, et que j'ai transposé toutes les émotions et les trucs qui me traversaient, je les ai transposés au service d'une histoire, mais toutes ces scènes et ces dialogues, elles viennent nourrir ça, quoi. Okay. Donc il y a toujours, quand on écrit sincèrement et qu'on a envie et qu'on écrit quelque chose qui nous touche, en fait, si quelque chose nous touche, c'est que ça nous ramène à quelque chose de personnel. Quand vous voyez un film et que vous êtes touché et que vous pleurez, ben en fait, il y a un truc où si on l'analyse, pourquoi est-ce que ça me touche? Ah oui, d'accord, ok, parce que ça me fait penser à ma mère, d'accord, ok. Il y a forcément quelque chose qui nous ramène à quelque chose de personnel, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à utiliser ça, à utiliser les choses qui nous touchent, et à trouver le moyen de les raconter pour qu'elles ne touchent pas que nous. Et ça, c'est un peu la clé du truc. Donc une histoire qui nous touche, qui nous porte, ben, c'est que voilà, c'est comment la raconter pour arriver à créer les émotions, ces mêmes émotions chez des gens qui ne sont pas nous. Ok. Et ça, comment tu t'es formé à l'écriture? J'ai écrit, la méthode quoi. Michalik, c'était instinctif. Non, mais souvent on me dit, mais j'ai envie d'écrire, j'aimerais bien écrire, est-ce que tu as des conseils? Et je dis oui, écris. Commence par écrire, ouais. C'est juste ça, en fait. Moi, j'étais ado, j'écrivais des romans, j'écrivais des pièces, j'écrivais des scénars. Comme tout le monde, en fait. Non, mais parce que, je sais pas, parce que j'avais une hyper-conscience. Je pense que la différence, c'est que moi, je suis allé très vite parce que j'avais une hyper-conscience de la mort, j'avais ce truc de il faut tout faire, j'ai pas le temps, mes parents pourront pas m'aider, faut absolument que je m'en sorte, quoi. Et ouais, j'écrivais, quand j'avais 14 ans, j'écrivais des pavés, quoi. Je m'étais fixé un truc où je me suis dit, tous les jours, tu vas écrire, je sais plus combien c'était, 10 000 caractères, je crois, un truc comme ça, donc 5 pages, quoi. Tu vas te mettre à ton ordi, tu vas écrire 10 000 caractères. Un journal intime, un roman, un scénar, une pièce, tu vois, j'écrivais, quoi. Et j'ai encore, sur mon ordi, je sais pas, peut-être 10 scénarios de long métrage, quoi, vraiment. Un polar, un truc que j'ai écrit quand j'avais 15 ans, 17 ans, 18, 20. Et le pire, c'est que j'écrivais sans même me dire j'ai envie d'être auteur. J'écrivais parce que je me disais ça va servir. Parce que j'avais tellement envie d'être acteur que je me disais tout ça va servir, quoi. Il faut que j'ai toutes les armes nécessaires pour y arriver. Étonnamment, ça m'a pas tant aidé à être acteur, mais par contre, bah, ça m'a forcément aidé le jour où j'ai commencé à écrire Le porteur d'histoire, quoi, tu vois. Et plus t'écris, plus t'apprends à écrire, quoi. Plus t'écris, plus tu travailles, plus tu réécris, plus tu t'écris, puis t'écris autre chose, puis t'écris encore autre chose, puis t'écris encore autre chose. Et à un moment, il y a un truc qui naît et tu commences à te dire, ah tiens, tu commences à trouver un style, tu commences à épurer un peu, tu commences à... Et puis voilà, puis un jour, ça devient ton métier, quoi. J'aime bien terminer mes interviews par un dernier conseil que tu aurais aimé avoir plus jeune ou alors un déclic que tu as eu. Ça, c'est la question un peu large, que ce soit du côté comédien, côté mise en scène, côté direction d'acteur, quelque chose. Ça peut être une recommandation de bouquin, une recommandation de pièce. C'est vraiment... des conseils différents, hein, selon... mais parce que de temps en temps, je fais des interventions en cours de théâtre, etc. Et okay. Donc souvent, on me dit, bon, bah, alors, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes comédiens, pour ceci, pour cela? Et pour les comédiens, je dirais que pour les jeunes, en tout cas, comédiens, qui commencent et qui savent pas trop comment ça marche, le métier, et qui savent pas trop ce qu'il faut faire pour y arriver, parce que c'est vrai, c'est un peu vaste, quoi. Quand on fait des études de médecine, a priori, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour devenir médecin. Quand on veut être avocat, bah, c'est pareil, on fait des études d'avocat, puis après... Quand on veut être comédien, on n'a pas vraiment de schéma, quoi. On rentre dans une école, mais il n'y a pas d'assurance que ça va nous faire travailler. Et il y a beaucoup de jeunes comédiens qui se disent il faut se démarquer, quoi. Il faut être original, il faut ceci, il faut cela. Moi, je pense surtout qu'il y a deux choses importantes. C'est un, d'être sympa, et deux, de travailler. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que les stars du cours de théâtre vont pas forcément être celles qui vont travailler plus tard.
les gens qui vont travailler 20 ans plus tard, ce seront ceux qui auront su être le plus sympas dans un projet, dans un groupe. Et c'est marrant, mais cette mentalité, cette sympathie, cette capacité à se mettre au service d'un projet et à mettre son ego de côté et à savoir percevoir aussi les tensions et savoir les désamorcer et cette capacité à travailler vraiment, à ne pas être en retard, à apprendre son texte, à être disponible, à accepter d'être dirigé, etc., sont des qualités qui vont nous faire travailler longtemps. Alors qu'on ait une spécificité ou même un certain talent, mais qu'on soit un peu compliqué ou qu'on ait un peu un ego déjà surdimensionné, ben c'est plutôt des choses qui vont nous faire pas travailler. Et on peut avoir tendance à croire qu'il faut... moi, je me disais à 18 ans, bon, bah, comment je fais pour me démarquer? Peut-être qu'il faut être un peu un connard, peut-être qu'il faut être un peu arrogant. Mais non, pas du tout, en fait. C'est pas vrai. 20 ans plus tard, les gens qui travaillent, c'est pas ceux qui avaient cette morgue ou ce côté je m'en foutiste ou ce truc de je fume des clopes et j'arrive en retard et j'apprends pas mon texte. Bah non, c'est bête à dire, mais en fait, il faut bosser, il faut être au taquet et il faut peut-être bosser plus que tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'on va durer. Ça, je pense que c'est un conseil que je pressentais, mais que effectivement, ça me rassurerait de l'entendre. Après, quand on veut faire de la mise en scène ou de la création, ou réaliser, ou écrire, ou tout ça, faut s'y mettre, quoi. Faut commencer, il faut pas attendre, en fait. Plus on va faire des choses, et plus on va apprendre, et plus on va être capable de continuer à faire autre chose, puis autre chose, et puis apprendre. Tous les jeunes metteurs en scène que j'ai croisés quand j'avais 18 ans et qu'ils avaient mon âge, et aspirants metteurs en scène, ceux qui bossent encore aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait, et c'était même pas forcément les plus talentueux. Mais en fait, au fur et à mesure, le métier s'apprend, quoi. Au fur et à mesure, on s'améliore, et on peut être un génie si on est chiant et qu'en fait, on n'arrive pas à fédérer des gens autour de nous, on restera un génie tout seul dans sa cuisine, quoi. Alors que c'est les qualités humaines de leadership, de meneur de troupe, c'est des qualités hyper importantes pour quand on veut mener à bien un projet. C'est presque plus important que ce qu'on a à raconter, quoi. Quand on arrive à créer un groupe et à les faire nous suivre de l'autre côté de la montagne, ça, c'est plutôt bon signe. Et je me souviens il n'y a pas si longtemps, j'ai revu une captation du mariage de Figaro, donc une folle journée que j'avais montée. Et c'était drôle parce que je voyais tous les défauts, évidemment, de la pièce, très amateur, les costumes qui ressemblent à rien, enfin tout, quoi, les décors, les costumes, les lumières. Et il y avait un truc positif qui m'a sauté aux yeux, c'est que tout le monde était déjà dans un code similaire, tout le monde jouait dans le même code, qui était un code outrancier, avec 200% d'énergie, ou vraiment... et je me disais, waouh, en fait, avec un peu de recul, le mec a réussi à les convaincre de faire ça, quoi. Le mec a réussi à leur dire, les gars, on donne tout, quoi. On fait des claquettes, on se met à poil, on crie, on chante, on rit, et du coup, en fait, cette énergie-là, elle emporte le public. Il y a un truc où... Bon, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis que ok, en fait, si on est capable d'arriver à convaincre toute une troupe de faire ça, c'est ça la qualité la plus importante. C'est qu'on est arrivé à les amener vers un endroit qui n'est pas forcément super, mais le fait de les avoir, qui nous ait suivis, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est arrivé à trouver le bon langage et qu'ils nous ont suivis, qui ont suivi ce metteur en scène dans sa folie, quoi. Et ça, c'est bon signe. Souvent, je dis, si vous avez envie d'être metteur en scène ou d'être réalisateur ou tout ça, posez-vous la question, est-ce que c'est vous qui organisez les anniversaires, les soirées, est-ce que vous aimez les responsabilités? Est-ce que vous aimez gérer les choses? Est-ce que vous aimez gérer un planning? Quand vous partez en vacances, est-ce que c'est vous qui réservez les billets d'avion, qui allez regarder les horaires de train, qui allez chercher le meilleur resto? Parce que ça, c'est bon signe. Okay. En revanche, si c'est pas le cas, et si vous êtes plutôt le dernier arrivé et celui qui dit « Ouais, moi, je participerai à la cagnotte »,
il y a des chances que vous ne soyez pas forcément Plus fait pour comédien la metteur en que scène. metteur en scène, du coup. Ouais, plus comédien. Et même comédien, il y a des chances que... Qu'on nous rappelle pour 0 projet, quoi. Peut-être. En tout cas, que ça mette un petit peu de temps, quoi. Ok. Parce qu'on aura toujours plus envie de travailler avec quelqu'un qui fait du zèle, qui est là, qui est un bon soldat et qui en fait plus que les autres, qu'avec quelqu'un qui arrive à la bourre et qui est... Moi, en tout cas, j'avais cette impression-là. Ok. Les gens qui arrivent les derniers pour porter le décor, Ils c'est sont pas mes- sur tes pièces en ce moment. pas la prochaine, en tout cas, ouais. Et voilà, et finalement, si on a envie d'écrire, faut écrire. Trop bien. Bah, merci énormément, Alexis, Merci. pour cette interview. Je vous en prie.